Bonsoir et bienvenue dans ce webinaire de présentation du diplôme universitaire accompagné, l'entrée dans le métier d'enseignant à destination des enseignants du premier et du second degré. Ce diplôme universitaire est proposé par l'INSPE de Reims et le directeur pédagogique en est Frédéric Castel qui est avec nous et accompagné de Jérémy, dont j'ai oublié le nom de famille, Monsieur Pointu, et je Pointu. suis de désolé Jérémy Pointu, de vous inviter là. Il n'y a pas de problème. qui intervient également en tant que professeur dans ce diplôme universitaire. Donc, je vous cède la parole. Très bien. Et ben, donc, bonjour à toutes et à tous, à la personne qui présente là en synchrone, et puis à toutes les personnes qui vont donc prendre connaissance de cette petite vidéo qu'on va essayer courte et claire, voilà, pour présenter effectivement ce diplôme universitaire, donc accompagner l'entrée dans le métier d'enseignant. Je vais directement dans le vif du sujet. Donc, Monsieur Pointu, bien sûr, cher Jérémy, tu n'hésites Non, pas pas de souci. à compléter dès que tu le veux. Alors, on a souhaité mettre l'accent sur quelques éléments qui font les particularités de ce diplôme universitaire. La première, c'est que on est bien conscient que ce diplôme est proposé, c'est comme ça qu'on l'a construit, pour des enseignants qui n'ont pas de formation initiale. Voilà, on ne cherche pas des gens qui ont déjà un CAPES ou qui ont déjà un master MEF ou autre, ou même une licence sur l'éducation. Le diplôme est entièrement construit pour des gens qui découvrent à leur entrée dans un établissement du réseau MLF Monde, qui découvrent complètement, qui rencontrent pour la première fois le métier d'enseignant, ce qui sous-entend évidemment qu'il n'y a aucun prérequis et nous assumons bien entendu d'avoir comme public des gens qui n'ont pas de sensibilisation encore au métier d'enseignant. Ça, c'est une des premières particularités. Une autre, c'est son volume horaire, très modeste parce que, il est fait pour accompagner, comme le nom l'indique, pour accompagner dans le métier d'enseignant. Il s'agit donc de proposer des heures de cours. On reviendra rapidement sur les modalités synchrones et asynchrones, sur les horaires, sur comment ça se passe, si tu veux bien témoigner, Oui, oui, Jérémy, en sans problème. particulier de ça. Mais ce sont des horaires qui sont tout à fait compatible avec l'exercice du métier et même plus que compatible, c'est intéressant parce qu'on va aussi s'appuyer dans les échanges que nous avons entre étudiants, dans la formation, sur le fait que vous avez déjà un pied dans le réseau MLF Monde. Donc, on utilise le fait que vous soyez en exercice et par conséquent, le volume horaire ne peut pas être trop important. Sur ces 86 heures, une bonne partie, j'y reviendrai aussi, sont en asynchrone, c'est-à-dire que les cours vous sont mis à disposition via des diaporamas, via des petites vidéos enregistrées, comme on le fait là par exemple, et puis quelques heures de cours. Je vous montrerai l'exemple d'un emploi du temps tout à l'heure. Quelques heures de cours sur des créneaux de 2 heures, une à deux fois par semaine, voilà, maximum. On essaye de ne pas aller au-delà. Et sur des cours qui sont... alors évidemment, étant donné que vous êtes potentiellement aux États-Unis, en Afrique ou en Asie, il nous faut choisir arbitrairement un créneau horaire, qui est un créneau horaire qui correspond en France plutôt en fin d'après-midi, quelque chose comme 17 h, 18 h en fin d'après-midi, ce qui fait qu'il est très tôt ou qu'il est tôt aux États-Unis et qu'il est tard en Inde. Mais voilà, on essaie de trouver cet horaire-là un peu en entre-deux. Si tu veux ajouter quelque chose. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que dit M. Castel. Les cours ont souvent lieu les mardis et les jeudis. C'est un peu les 2 jours qu'on a identifiés dans la semaine et sur un créneau autour de 17 h, 18 h 30. On avait cette année une étudiante qui était en Inde, donc elle, c'était effectivement très tôt, d'autres qui sont à Seattle. Et certains suivent leurs cours d'ailleurs dans leur salle de classe ou dans une salle de classe dans l'école et on essaye de s'adapter. Et de toute façon, les cours, la plupart du temps, ils sont aussi enregistrés. Donc, il y a moyen aussi de les revoir ou de les. Parfois, certains, vous avez des contraintes et vous ne pouvez pas assister à la fin du cours. Donc là, il y a toujours moyen de
quand on a des questions, des échanges, voilà, de retrouver les vidéos des différents cours. Le calendrier, pour rappel, il est pour une formation qui commence à peu près en octobre, parce qu'on peut difficilement plus tôt, parce que la magie administrative d'une université fait que c'est un peu long d'inscrire des étudiants. Donc, une fois recueillies toutes les informations nécessaires à votre inscription, il nous faut un petit peu de temps pour que vous soyez pleinement reconnu comme étudiant de l'Université de Reims, avec accès à la plateforme Moodle correspondante, avec accès à toutes les ressources numériques, à l'ENT correspondant. Donc, les cours commencent en principe fin octobre et vont s'étaler jusqu'au mois de mai de l'année suivante. Mais donc on vient de vous le dire, c'est jamais plus de 3 heures par semaine en présentiel. Il peut y avoir du travail personnel, évidemment, du travail asynchrone aussi, qui n'est pas, euh, qui n'est pas insurmontable, puisque, comme je vous l'ai dit, on le rend compatible avec le fait que vous soyez en exercice. Ça, c'est vraiment, vraiment ce qui nous porte et ce qui nous guide dans notre réflexion. Mais voilà, ça s'étale sur une longue période, sur une année universitaire à peu près, une année scolaire aussi, enfin, ça dépend des pays, mais euh, et, et, euh, et donc avec allez, oui, 3 heures, 3 à 4 heures maximum de cours certaines semaines, parfois moins, parfois 1h30 seulement. Il y a entre 15 et 20 places, hein, on s'est dit qu'on pouvait à peu près ouvrir sur cette capacité-là. Euh, et puis, la date limite fixée par vous, Madame Bouteille, et vos services pour le temps d'examen des candidatures est au 5 mai de cette année, ce qui nous laisse un bon mois pour répondre à toutes vos questions et interrogations. Je vais très rapidement, sans en faire une lecture complète, vous les avez à disposition sur la page dédiée du réseau MLF, resituer les objectifs de ce projet, de ce diplôme, pardon. Il s'agit de vous accompagner dans la préparation, la planification et la gestion de classe, de vous outiller. C'est une demande forte hein, du public à chaque fois d'essayer d'être le plus concret possible sur des questions vraiment de comment faire classe. Donc, on essaye d'être très clair sur cet objectif-là. Un deuxième objectif, c'est quand même pour accompagner cette mise en œuvre pratique, c'est d'avoir quelques éléments, évidemment 86 heures ça passe vite, hein, mais quelques éléments basiques sur les concepts philosophiques, psychologiques, sociaux et didactiques qui sont mobilisés dans l'enseignement. Donc il ne s'agit pas d'en faire on n'est pas sur un master, on n'est pas sur un mémoire de recherche, hein, on est bien sur du concret, mais voilà, pour comprendre ce qu'on fait, il faut parfois aborder quelques concepts assez simples pour donner de sens et corps à votre pratique. Bien entendu, et ça c'était une demande, hein, on l'a en particulier rajouté cette année, Madame Bouteille, vous l'aviez souligné, sur le fait de savoir aller chercher où sont les programmes, où sont les bons programmes, où sont les aides à la mise en œuvre des programmes, les différents textes officiels, quels sont-ils et comment s'appuyer dessus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va ajouter pour l'an prochain à la demande du réseau MLF. La question du numérique est évidemment aussi au cœur des réflexions, hein. On ne conçoit pas, on ne conçoit plus, on ne conçoit pas le temps d'enseignement sans l'utilisation de ressources numériques. Va aussi rentrer petit à petit dans la formation la question des IA, comme pour toute formation liée à l'enseignement et à la formation, évidemment, la place et l'utilisation des intelligences artificielles questionnent et il ne s'agit pas d'évacuer ce sujet. S'appuyer, évidemment, nous sommes une université, donc on s'appuie sur la recherche pour pouvoir vous tenir au courant de ce qui se fait et puis des évolutions qui vont venir. Et enfin, essayer pour revenir à la pratique. Vous voyez, j'ai commencé par des aspects pratiques et je termine par des aspects pratiques. Utilisez vos propres situations d'apprentissage pour vous accompagner dans une réflexivité. Dire une fois que j'ai essayé des choses, une fois que j'ai fait des séances, comment en faire une force, comment utiliser ce qui s'est passé pour en faire une force. Je sais pas si Non, non, peut-être non. aussi tu peux
donner un éclairage sur la laïcité, Oui, moi j'interviens qui rentre dans surtout. le troisième objectif en particulier? Voilà, moi j'interviens surtout sur, parce qu'on est dans les écoles de la MLF, et dans le MLF, il y a le mot laïque, hein, la mission laïque française. Donc un peu sur l'histoire de la MLF, et puis sur cette question aussi de la laïcité, comment elle est perçue en France et comment vous la vivez dans vos différentes écoles. Et on parle beaucoup de votre situation aussi de classe et de pays, puisque évidemment, vous n'avez pas la même liberté selon les différents endroits où vous enseignez, et pas les mêmes contraintes, surtout culturelles. Et donc, c'est aussi, on part de votre vécu pour essayer de voir quelle est la posture qu'on attend d'un enseignant dans le réseau de la MLF. Et donc, on part beaucoup voilà, de vos situations de classe. Et enfin, cette année, on a eu des discussions très, très riches sur jusqu'où on va en tant qu'enseignant. Quand Noël approche, quand Pâques approche, qu'est-ce qu'on fait, En comment période de en Ramadan? période de Ramadan, là, on y est en ce moment. Et donc, sur ces questions-là, les approches sont très différentes. Le rapport à l'homosexualité, qui est très compliqué dans certains pays. Enfin, voilà, toutes ces questions-là, un peu ce qu'on appelle, nous, en recherche, les questions socialement vives. Comment, en tant qu'enseignant, on se positionne par rapport à ça. Donc, voilà, c'est un peu l'objet des cours. Enfin, on se verra à propos de ça. Et donc, comme vous l'a bien reprécisé, Jérémy Pointu, vraiment, votre expérience, s'appuyer sur votre expérience et sur votre vécu, c'est vraiment le cœur même de nos contenus. Justement, les contenus, ils sont divisés, là aussi, je passe assez vite, c'est peut-être un peu technique, mais juste pour comprendre l'architecture, ils sont divisés en trois blocs. Le premier bloc qui est autour des savoirs fondamentaux et de comprendre les processus de transmission et d'apprentissage. Donc, comment se passe en gros, hein, quelles sont les techniques d'enseignement. Euh, un deuxième bloc sur des savoirs plus transversaux, donc moins disciplinaires, mais cette fois-ci, regarder donc, cette posture réflexive dont j'ai parlé, mais aussi regarder comment est-ce que on va plus être cette fois-ci sur des questions, par exemple, de pédagogie, d'organisation de classe, de différenciation, d'inclusion scolaire dans ce bloc-là qui fait une cinquantaine d'heures, pardon. Et puis un troisième bloc qui est court, mais qui est, d'ailleurs, il n'a pas encore démarré cette année et ça va bientôt être le moment, qui arrive en fin de formation, qui est ce qu'on appelle une formalisation de l'expérience, et j'y viendrai quand je vais parler d'évaluation, parce que c'est très lié à la question de l'évaluation. Euh, Avant de... Bon, avant... Allez, pardon, je vais tout de suite parler de l'évaluation, comme ça fera un lien. Excusez-moi, ça paraît désordonné mon propos. L'évaluation, elle s'appuie là aussi sur votre pratique de classe, notamment au sein de ce bloc 3. Euh, Moi, ce sont des heures que j'anime. Et ce que je propose dans ce bloc 3, c'est d'étudier une situation à laquelle vous êtes confronté dans votre quotidien, dans votre propre pratique. On va choisir, donc il ne s'agit pas de vous donner du travail supplémentaire. On va choisir un vécu de classe ou de... Bon, vous pouvez avoir des statuts différents dans les établissements pour le moment, mais voilà, on va essayer de vivre avec vous une situation telle que vous l'avez vécue dans votre établissement et de décortiquer cette situation au regard de tous les apports que vous avez eus dans le reste des cours. Par exemple, cette situation, est-ce qu'elle peut faire référence, peut-être que non, hein, mais est-ce qu'elle fait référence à ce qui a été dit sur les questions socialement vives, sur la laïcité, sur est-ce que, comment est-ce que vous la voyez d'un point de vue du numérique? Comment vous la voyez d'un point de vue de l'inclusion scolaire? Comment vous la voyez d'un point de vue de la didactique disciplinaire? Parce que souvent, le moment que vous allez choisir repose sur une discipline, que ce soit la maternelle, la primaire ou le second degré. Donc, l'idée de ce dernier bloc, voilà, je reviens là, il s'agit de montrer, de vous montrer, de vous prouver que vous avez effectivement, durant l'année, avec le temps qui s'écoule, que vous avez construit des compétences. Et on vous montre que vous avez construit des compétences en vous demandant de proposer une expérience vécue en classe et de la décortiquer au regard de tous les cours que vous avez eus. On vous accompagne dans cette décortication, évidemment. Et c'est souvent une partie très intéressante parce que en fin de formation, comme ça, vous vous rendez compte, les étudiants habituellement se rendent compte à ce moment-là, si ce n'est pas fait déjà avant, de tout ce qu'ils ont construit et qu'effectivement, la même situation, s'ils l'avaient analysée en octobre, elle aurait été sans doute analysée avec beaucoup moins de profondeur
que là, avec les quelques apports qu'on a pu vous donner en termes de savoir pédagogique, didactique, épistémologique et pédagogique. Voilà, et donc l'évaluation, elle est là. L'évaluation, elle consiste pas en des examens, certes, le mot université, ça peut faire peur, mais on vous convoque pas pour passer des examens sur table, etc. On vous accompagne. Parfois, des petits travaux vous seront demandés, bien sûr, hein, entre deux séances, qui eux aussi tiennent compte du fait que vous êtes salarié à temps plein d'ores et déjà, hein. Donc, il ne s'agit pas de vous demander de travailler 20 heures par semaine sur ce diplôme, ça n'aurait pas de sens. Un diplôme de 86 heures de cours avec 20 heures de travail par semaine. Donc, voilà, si vous pouviez consacrer 2 à 3 heures de travail certains week-ends, le week-end quand vous pouvez, voilà, vous avez le droit à des vacances aussi, mais à peu près 2 à 3 heures de travail personnel, un maximum de 2 à 3 heures de travail personnel le week-end, plus les 2 à 3 heures de cours par semaine, permettent sans aucun problème de valider le DU. Et les travaux à rendre ne sont pas plus que ça, ne vous solliciteront pas plus que 2 à 3 heures par semaine et encore pas toutes les semaines. Donc voilà sur la question de l'évaluation. L'emploi du temps, donc ça, je suis passé vite là parce que on l'a déjà dit plusieurs fois. On travaille les mardis, certains mardis et certains jeudis. Tous ne sont pas sollicités. Parfois un jour dans la semaine, parfois deux. Sur le créneau le plus adapté. Donc cette année, on avait un peu avancé pour commencer à 17h ou 17h30 parce qu'une étudiante de l'Inde était pour la première fois inscrite et quand il est 17h chez nous, il est facilement 21h ou 21h ou 22h, je ne sais plus, en Inde. Ça fait déjà tard pour suivre des cours. Euh, donc voilà, on essaye de trouver des heures qui arrangent tout le monde. Et comme l'a justement dit Monsieur Pointu, on essaye d'enregistrer les cours. Ça peut arriver, je dois avouer qu'on peut être tête en l'air parfois et que l'enregistrement, on est oublié de le démarrer et on loupe les 15 premières minutes. Mais globalement, on enregistre, on met à disposition les cours, on peut filmer. On a un secrétaire pédagogique qui s'appelle David Sterklen et qui est vraiment dédié à ce public-là. Euh, il fait un travail formidable, hein, donc pour toute la partie, si vous n'arrivez pas à vous connecter aux ENT, si vous n'arrivez pas à savoir comment accéder aux cours, si jamais il y a un problème à un moment technique ou administratif, on a vraiment une personne qui est là pour le résoudre avec vous. On peut bien sûr avoir des contacts WhatsApp parce qu'on sait que vous êtes un peu partout sur la planète et on ne va pas vous demander de nous appeler sur une ligne directe. Euh, donc voilà, l'emploi du temps est vraiment construit, lui aussi, tout comme les 86 heures, tout comme la maquette, ce qu'on appelle la maquette, hein, c'est-à-dire les contenus de la formation. Tout est construit en tenant compte de ce qui a été dit au tout début, c'est-à-dire c'est un diplôme pour des gens qui n'ont pas de prérequis, qui n'ont pas encore de notions, ou qui en ont par l'expérience. Il ne faut pas négliger, Bien l'expérience, sûr. c'est aussi un outil de formation et nous, on veut utiliser votre expérience justement comme outil de formation. Vous l'avez compris, on s'appuie dessus. Mais voilà, le diplôme est fait pour être absolument compatible avec les personnes qui sont à temps plein en exercice et qui sont euh, euh, néophytes dans le métier d'enseignant et dans la formation au métier d'enseignant. Il est peut-être temps de pouvoir répondre aux questions ou à Jérémy de compléter s'il le souhaite. Je vous ai mis des contacts. Alors, pardon, c'est pas très joli comme police, mais j'aurais pu faire mieux, je ferai mieux. Voilà, une adresse un peu barbare, mais elle est pratique parce qu'elle permet à ce que plusieurs personnes susceptibles de vous répondre reçoivent les mails. Vous pouvez m'écrire à mon nom, frédéric.castel. Mon nom, il apparaissait au début sur la première diapositive, mais de mettre inspe-da, ça veut dire directeur adjoint, .ri, ça veut dire relations internationales. Ça permet à plusieurs personnes de recevoir le mail et ainsi d'avoir des réponses encore plus réactives parce que si c'est une question administrative, c'est David qui vous répondra. Si c'est une question de diplomation, c'est plutôt moi qui vous répondrai, etc. Et puis, bien sûr, là aussi, l'adresse, elle est mal coupée et je le referai mieux. Il en manque même un bout. Développement.professionnel@mlfmonde.org. C'est une adresse que je pense vous connaissez et qu'en tout cas, on remettra plus propre quand le diapo sera mis à votre disposition en accompagnement de cette vidéo, qui est l'adresse derrière laquelle je pense Madame Bouteille en particulier Oui.
se trouve. Et bien sûr, on peut, si vous êtes quelques-uns connectés, je ne sais pas trop, je crois qu'il y a 3 personnes connectées, euh, n'hésitez pas à poser des questions si nous n'avons pas été précis, ou Jérémy, si tu veux compléter quelque chose, ou Madame Bouteille, bien entendu. J'essaie d'être concis, peut-être trop, je ne sais pas si c'est le bon Non, format. ça m'a paru très bien. Monsieur Pointu, vous souhaitez peut-être faire un Non, non, je ajout? peux juste ajouter qu'effectivement, on a un secrétaire pédagogique qui est très réactif et qui vraiment aide les étudiants Oui. et que nous, et enfin, les enseignants d'ailleurs, parce que c'est l'accompagnement, et nous, les formateurs, on est aussi très à l'écoute hein, et on essaye d'anticiper au maximum les contraintes de chacun, puisqu'on sait que le contexte dans lequel vous intervenez, là, tous les enseignants dans le cadre de la MLF, est très différent. Donc, on s'adapte aussi. Hein. Voilà. Alors, moi, ce que j'aurais peut-être envie de rajouter, c'est de dire que ce diplôme universitaire est quand même assez unique, que nous y tenons beaucoup, étant donné que, comme l'a précisé Monsieur Castel, il n'y a pas de prérequis, et qu'il y a une sorte de base des compétences métiers transverses au premier et au second degré. Ce diplôme universitaire, avec peu d'heures, de façon à vous ménager justement du temps pour assurer votre temps plein, hein, puisqu'il s'agit d'un diplôme universitaire qui est proposé en formation continue, vous permet d'alimenter justement la pratique de votre métier sur des notions de base comme les a décrites Monsieur Castel, à savoir la connaissance de votre public, la structuration de vos cours et savoir où est-ce que vous allez tirer l'information pour être raccord avec les programmes, mais aussi cette posture réflexive qui est absolument fondamentale pour nourrir sa pratique ensuite et devenir un enseignant efficace, efficient et à l'écoute de ses élèves. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez ouvrir votre micro. Et à toutes fins utiles, hein, je vous rappelle que nous recueillons les candidatures jusqu'au 5 mai et ces candidatures doivent nous être envoyées via mail. Et il y a un formulaire qui est signé conjointement par le personnel qui souhaite candidater et par le chef d'établissement de façon à ce que cette formation s'inscrive aussi dans le pilotage de l'établissement à plus grande échelle. Voilà. Moi, je peux juste ajouter que Oui, cette année, par exemple, hein, je suis intervenu en début d'année, je suis intervenu après en février, et que je remarque à chaque fois que les personnels qui suivent cette formation restent très assidus, c'est-à-dire que oui. finalement, le rythme de la formation permet à ceux qui sont inscrits, en tout cas, de le suivre. Cette année, en tout cas, on avait très peu de personnes qui abandonnent et qui, en fait, étaient plutôt satisfaits. Alors après, M. Cassel va faire le point justement de l'analyse réflexive, mais on a plutôt des personnes qui suivent la formation qui sont très contents de l'avoir suivi, en tout cas. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est une formation qui est ajustée aux besoins de l'année. Et donc, c'est un diplôme absolument de formation continue pour le coup, hein, puisque ça vous permet justement d'intégrer les apports de la formation au fur et à mesure de l'année, n'est-ce pas? Ismaël, c'était votre préoccupation, donc, hein, d'avoir deux circuits parallèles, votre temps plein en tant qu'enseignant et puis le DU. Or, c'est justement l'enjeu de ce DU que de vous accompagner. Voilà. Ok. Je peux? Oui, bien sûr, Ismaël, je vous en prie. Voilà, si tu permets, justement, c'est par rapport à ça et surtout la plus-value, en fait. Parce que pour avoir débuté dans ce domaine, n'est-ce pas, sans ces prérequis, on va dire, les bases, et, et je pense bien évidemment que cette formation nous permettra, bien entendu, d'avoir des bases, C'est ça. d'avoir les prérequis. Aujourd'hui, on dira qu'après cette formation, on aura les prérequis et nous pourrons bien évidemment dispenser les cours avec tout ce qui nous aura été enseigné. Voilà. Oui, mais c'est vrai aussi que cette base, qui est aussi bien sur la psychologie, sur la didactique et sur la pédagogie, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on tenait à ce diplôme, hein, c'est-à-dire que là, c'est vraiment vous aider à mettre un pied à l'étrier et à vous appuyer sur de la théorie
pour entrer dans ce métier d'enseignant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant, moi, je voudrais aussi ajouter quelque chose que Oui, je n'ai pas dit, mais on met en place aussi un tutorat, c'est-à-dire que oui. au-delà des formations et des rapports qui sont quand même de proximité, malgré la distance, c'est paradoxal, mais de proximité avec les intervenants, on a aussi un tutorat, c'est-à-dire que pour chaque inscrit, on propose un contact encore plus particulier avec l'un des intervenants pour qu'il puisse voilà, poser, enfin, le principe d'un tutorat, de quelqu'un qui est un petit peu plus présent encore pour s'assurer que vous suivez bien, qu'il n'y a pas de malentendu. Donc, on a aussi un suivi de proximité. Et c'est aussi ce dont on manque hein, parfois quand on est dans ces classes et qu'on a besoin d'une boussole ou peut-être de conseils. Ça, c'est tout à fait appréciable justement d'en bénéficier de la part de l'INSPE et donc de spécialistes de ce domaine-là. D'accord. Si tu permets, je peux? Oui, Ismaël, toujours. oui, Frédéric, je suis arrivé, je crois, avec 10 minutes de retard parce que j'ai eu quelques problèmes de connexion. Mais je voudrais savoir s'il y a un parallèle avec une école qui est bien fournie en numérique lors de la formation. un Oui, parallèle. Oui, moi, j'ai il pas y a une grosse compris. formation en numérique, hein. C'est ça là. Oui, c'est ce que je veux savoir parce que nous, notre école, elle est vraiment dotée en termes de tout ce qui est matériel numérique. Bien Alors, évidemment, ensuite, on sait les élèves que les enseignants. Et donc, lors de nos cours, il y a des enfants qui sont parfois sur des tablettes et nous utilisons également des TBI dans les salles de classe. Alors, c'est effectivement très mis en valeur et très valorisé. On travaille, en fait, toute la partie numérique est portée par notre partenaire, j'aurais dû le citer, merci de me donner l'occasion de le faire, qui est le rectorat de l'Académie de Reims. Et la partie numérique est portée par la direction numérique du rectorat, qui justement est à l'affût du matériel présent dans les écoles de son académie et, et qui bien sûr évoque la question des plus-values du numérique, de l'utilisation du matériel, de l'appropriation du matériel. Donc oui, il y a vraiment une formation importante autour du numérique, et y compris en s'appuyant sur les écoles. En fait, on sait s'appuyer aussi bien sur les écoles fortement dotées que sur les écoles pas du tout dotées. Mhm. Ça qui est intéressant, c'est de regarder, de toute façon, quand on propose ce diplôme, t'en as parlé pour les questions de laïcité, mais de fait, on s'attend à avoir un public dans des contextes très différents et très variés. Et les contextes très différents et très variés passent aussi par les équipements des écoles, les équipements matériels, mais pas que. On peut avoir, et c'est le cas pour certaines écoles, on a eu un public, je crois, en Kenya ou Éthiopie l'année dernière. Les écoles étaient bien équipées, mais il n'y avait pas de liaison Internet. Donc voilà, on pouvait, on aime réfléchir avec les étudiants sur chaque contexte. J'espère avoir répondu à vos questions. D'autres observations ou tout est clair pour vous? Bon, ben, on a très bien répondu. Bah, écoutez, c'est parfait. On reste à votre disposition d'ici le 5 mai si vous avez d'autres questions sur ce diplôme universitaire. Donc, l'adresse, c'est développement.professionnel@mlfmonde.org. Et je peux aussi voilà, faire le lien avec l'équipe de l'INSPE de Reims sur ce diplôme universitaire. Eh bien, je vous remercie vivement. Oui, je peux faire le lien si ça vous convient, parce que comme il y a souvent des questions d'ordre logistique sur la date d'envoi, les pièces à joindre au dossier, je préfère voilà, faire le filtre et renvoyer sur l'adresse mail de Monsieur Castel le cas échéant. Ah, très bien. Merci beaucoup à tous et merci à l'INSPE de Reims d'avoir présenté ce Plaisir, on diplôme prend vraiment universitaire. plaisir. Oui. Il faut dire qu'il y a un côté égoïste, hein. On n'est pas là que pour rendre service. On est là pour prendre du plaisir. C'était un réel plaisir et Oui, sans sans flagrant, flagornerie, oui. parce Oui. qu'on on se forme et on apprend.
on apprend quand on est enseignant dans ce DU. Nous-mêmes, on On apprend apprend nous-mêmes, énormément. voilà, on apprend nous-mêmes parce que, comme on le dit, on s'appuie sur les contextes locaux et c'est toujours d'un enrichissement formidable. Mm. Donc voilà, on essaye de partager et de nous élever ensemble. Parfait. Merci beaucoup pour cette conclusion. Et une très bonne soirée à tous. Et ben À merci. bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez. Il n'y a pas de prérequis. Donc, si vous avez un master en psychologie, vous avez même plus que le prérequis, qui n'y en a pas. Un peu plus. C'est vraiment un diplôme qui vous donne des compétences d'enseignant, des compétences professionnelles d'enseignant. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, Merci. bonne soirée. Au revoir.